Bienvenue si vous venez de vous joindre à nous à la une de l'actualité ce soir. Ouverture officielle aujourd'hui à Meknès de la 12e édition du SIAM, Salon international de l'agriculture au Maroc. L'ouverture de cet événement désormais incontournable, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, s'est déroulée en présence du président de la République de Guinée et du ministre marocain de l'Agriculture, de la Pêche maritime et du Développement rural. En Turquie, l'opposition monte au créneau. Le principal parti d'opposition vient de déposer un recours pour l'annulation du référendum sur l'extension des pouvoirs du président turc au lendemain de la victoire du oui. Et pour finir, la ville de Rabat vit toujours au rythme et aux couleurs de l'Afrique avec l'événement Capital en Afrique. Afrique en capitale, Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées, est notre invité du 20-21. Et nous, Madame, Monsieur, bonsoir. Nous commençons ce journal avec l'ouverture officielle aujourd'hui à Meknès de la 12e édition du SIAM, le Salon international de l'agriculture au Maroc. L'ouverture de cet événement désormais incontournable placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI s'est déroulé en présence du président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, Monsieur Alpha Condé, et du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des eaux et des forêts, Monsieur Aziz Akhnouch. Reportage de nos envoyés spéciaux à Meknès, Keltoum El Hassia et Faisal Abrouch sur un récit de Nisrine Aouzdar. Les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands pour réussir, cette année encore, cette nouvelle édition du SIAM. Ce carrefour d'affaires international positionne le Maroc comme l'une des principales destinations de l'agriculture sur le plan continental et international. L'ouverture de cet événement d'envergure a connu la participation d'un invité de marque. Il s'agit du président ghanéen. La participation du président ghanéen Alpha Condé à l'ouverture du SIAM lui confère une dimension africaine. On note également une grande participation des professionnels du secteur avec 260 coopératives et plus de 1200 exposants. Des exposants venus de 60 pays différents. Cette 12e édition du SIAM bat d'ailleurs un nouveau record en termes d'exposants et de visiteurs. L'événement devra attirer cette année plus d'1 million de visiteurs, avec comme invité d'honneur l'Italie, 3e pays agricole de l'Union européenne. L'Italie dispose d'un immense stand honorant sa participation. Il y a aussi différents espaces tout aussi intéressants qui vont certainement attirer les visiteurs. Ils proposent notamment des produits du terroir. Cette manifestation d'envergure s'étalera donc sur 6 jours. Elle se veut une plateforme d'échange économique et un espace de réflexion prospective. La thématique choisie cette année concerne pour rappel l'agrobusiness et les chaînes de valeur agricole. Et écoutons maintenant la déclaration exclusive que nous a accordée en marge du SIAM le président guinéen, M. Alpha Condé. Bon, vous savez, notre objectif aujourd'hui, c'est que les Africains puissent résoudre les problèmes africains par eux-mêmes. Donc, il s'agit qu'on voit comment nous pouvons aider à ce que tous les problèmes africains soient résolus. Mais ça, c'est pas sur la scène publique, c'est en discussion entre nous. Ça ne sert à rien de faire des débats publics. Je pense qu'en concertation entre nous, par diplomatie africaine, nous allons pouvoir trouver des solutions à tous les problèmes, y compris le problème du Sahara. Mais d'abord en renforçant notre coopération, en renforçant l'unité des pays africains, parce que l'Afrique dispose de l'essentiel des matières premières, tant minières qu'agricoles. Nous avons aujourd'hui commencé à avoir la maîtrise du savoir. Avec le développement de l'énergie, nous allons maîtriser notre développement. Et je suis certain que l'Afrique sera à la fois un grand marché et l'usine du monde. Et Sa Majesté le Roi Mohamed VI a appelé aujourd'hui les instances financières arabes réunies à Rabat
à interagir positivement avec les mutations en cours dans la région arabe. Dans un message dont la lecture a été donnée par le ministre de l'Économie et des Finances, Mohamed Boussaïd, le souverain a appelé, je cite un extrait du message royal, à une action qui doit être menée au vu des besoins croissants de nos pays et des attentes ambitieuses de nos peuples et compte tenu des nécessités de mise à niveau des économies arabes et des impératifs liés à la concrétisation des objectifs du développement durable. Demain, mercredi, Saad el-Din al-Athmani tient son premier conseil de gouvernement à l'ordre du jour, un exposé sur le programme gouvernemental. L'après-midi, le chef de gouvernement présentera son programme en plénière devant les deux chambres du Parlement pour le vote de confiance. Alors, qu'attendent les citoyens et la société civile de la nouvelle équipe gouvernementale? Quelques réponses dans ce reportage de Raja Fadli et de Kamal Rounaïm. Ce programme tant attendu dégagera les lignes directrices de l'action gouvernementale. Il concerne différents secteurs de l'action nationale, notamment l'économie, la culture et l'environnement. Il a été préparé par une commission technique où sont représentés les partis membres de la majorité. Avant que ce programme ne soit dévoilé, la société civile s'exprime sur ses attentes. Nous souhaitons que l'exécutif poursuive les réformes précédemment engagées et qu'il concrétise les promesses liées à l'accord du 26 avril, à savoir l'augmentation des salaires et la création d'un système de rémunération efficace. Il sera donc question de dévoiler un programme qui suscite d'ores et déjà beaucoup d'intérêt. Honorer les promesses électorales figure parmi les points clés sur lesquels insiste la société civile, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Nous savons que plusieurs secteurs connaissent une véritable crise, notamment l'éducation. Elle a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs rapports alarmants, notamment celui du Conseil supérieur de l'éducation. Le secteur de la santé et l'emploi des jeunes doivent être également au centre des préoccupations de l'exécutif. Nous aspirons à un programme gouvernemental efficace et ambitieux qui s'intéresse à l'emploi, à la promotion des zones rurales et à leur développement à travers l'investissement. À noter que la préparation du programme gouvernemental s'est globalement inscrite dans la logique des réformes déjà engagées dans le cadre de l'ancienne majorité. On note en revanche de nouvelles priorités et de nouvelles urgences qui ne tarderont pas à être dévoilées. En Turquie, l'opposition monte au créneau. Le principal parti d'opposition vient de déposer un recours pour l'annulation du référendum sur l'extension des pouvoirs du président turc au lendemain de la victoire du oui. Et contrairement au président américain Donald Trump, qui a félicité Recep Tayyip Erdogan pour sa victoire, Bruxelles vient de demander à Ankara d'ouvrir une enquête sur les irrégularités qui auraient entaché le déroulement du scrutin. Oumey Mesbila. Les non-référendums ne baissent pas les bras. Quelques jours après le vote, le résultat est toujours contesté. L'Union européenne avait appelé la Turquie à ouvrir une enquête transparente à la suite d'un rapport d'une mission commune d'observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, estimant que le référendum s'était déroulé dans des conditions inéquitables et ne répondait pas aux critères démocratiques. Mais la Turquie a rejeté l'enquête et appelle l'Union européenne à respecter l'issue du scrutin. Ce sont des critiques vaines et inutiles qui visent à discréditer le référendum en répandant de fausses rumeurs. Tout le monde, à commencer par le principal parti d'opposition, doit respecter la parole de la nation qui s'est exprimée librement dans les urnes. Cette affaire est terminée. Nous appelons tous les acteurs à faire preuve de retenue et les autorités à ouvrir une enquête transparente sur les dysfonctionnements présumés qui ont été constatés par les observateurs internationaux. En effet, le principal parti de l'opposition turque a déposé ce mardi une requête en annulation du référendum constitutionnel, invoquant des manipulations pendant le vote. Malheureusement, ces élections se sont transformées en élections illégitimes. La seule manière de mettre fin aux discussions sur la légitimité du référendum, c'est de l'annuler. Ce qui est nécessaire, c'est l'annulation de ce référendum illégitime.
rappelant que la réforme constitutionnelle prévoit de conférer davantage de pouvoir au président de la République en supprimant notamment le poste de Premier ministre et de remplacer le régime parlementaire par un régime présidentiel. Le président Erdogan argue qu'une concentration des pouvoirs entre les mains du président est essentielle pour éviter l'instabilité de la Turquie, au moment où le pays fait face aux attentats terroristes, à l'insurrection kurde, aux conséquences de la guerre civile en Syrie voisine et aux effets de la tentative de coup d'État de juillet dernier. Et en Syrie, sur le terrain maintenant, la nuit dernière, 20 Syriens, au moins des civils pour la plupart, ont trouvé la mort dans 2 frappes de la coalition à Deir ez-Zor, une province dans l'est du pays contrôlée par Daesh. L'information a été rapportée aujourd'hui par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. D'après l'Observatoire, les bombardements ont tué 3 combattants et 13 civils, dont des enfants, dans la ville de Boukamal, près de la frontière irakienne. Depuis 2 ans, Daesh occupe la majeure partie de la province de Deir ez-Zor, ainsi que les parties de la capitale provinciale du même nom. Et au Proche-Orient, les détenus palestiniens poursuivent leur grève de la faim. Hier, des affrontements musclés ont eu lieu dans plusieurs villes palestiniennes. La grève de la faim illimitée des détenus palestiniens a été lancée à l'occasion de la journée des prisonniers observée chaque année par les Palestiniens depuis plus de 40 ans. 6500 Palestiniens croupissent actuellement dans les prisons d'Israël. Parmi eux, 62 femmes et 300 mineurs. 500 d'entre eux sont détenus sans procès ni inculpation. Direction la France à présent avec l'arrestation aujourd'hui à Marseille de 2 hommes soupçonnés de préparer un attentat à 5 jours du premier tour de l'élection présidentielle. D'après le ministre français de l'Intérieur, les 2 suspects, tous 2 de nationalité française, ont été interpellés ce matin entre 10h et 11h dans le 3e arrondissement de Marseille par les hommes de la Direction générale de la sécurité intérieure. Les 2 suspects auraient été radicalisés à la prison de Secdin dans le Nord où ils se seraient rencontrés. Et écoutons au sujet de cette arrestation, cette déclaration du ministre français de l'Intérieur. Ce matin, entre 10 et 11 heures, les policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure ont procédé, avec l'appui du RAID, à l'interpellation dans le 3e arrondissement de Marseille de 2 individus soupçonnés de vouloir commettre de façon imminente une action violente à la veille de l'élection présidentielle française. Ces 2 hommes radicalisés, nés respectivement en 1987 et 1993, de nationalité française, avaient l'intention de commettre à très court terme, c'est-à-dire dans les tout prochains jours, un attentat sur le sol français. Et restons en France pour parler sondages maintenant. Les derniers sondages donnent en tête la candidate de l'extrême droite Marine Le Pen et le candidat du centre Emmanuel Macron avec 22% des intentions de vote. Le candidat de la droite François Fillon arrive en 3e position avec 21% des intentions de vote, talonné par le candidat de l'extrême gauche Jean-Luc Mélenchon. Au Royaume-Uni, Theresa May appelle les Britanniques aux urnes le 8 juin pour des élections générales anticipées. La première ministre britannique a expliqué avoir besoin d'un mandat fort pour négocier le divorce du Royaume-Uni avec l'Union européenne. La première ministre demandera demain aux parlementaires d'appuyer sa décision d'organiser un scrutin 2 ans après le dernier vote et 3 ans avant le moment prévu des prochaines élections générales en mai 2020. To let them endanger the security of millions of working people across the country. Et puis, nouvelle étape de la tournée asiatique du vice-président américain Mike Pence, le Japon, où il a rencontré aujourd'hui le Premier ministre Shinzo Abe. Le responsable américain a réitéré l'engagement de son pays à assurer la sécurité du Japon face à la Corée du Nord. Pyongyang a menacé récemment d'effectuer des essais de missiles chaque semaine. Et la Corée du Nord fait monter la pression des tirs de missiles hebdomadaires. C'est ce qu'elle promet. Elle n'envisage pas de faire marche arrière. Pyongyang est déterminé à aller jusqu'au bout de ses ambitions. Il ne compte pas abandonner son programme nucléaire.
La Corée du Nord se dit même prête à procéder à un nouveau test d'armes atomiques à l'heure qui lui conviendra. Un 6e essai nucléaire serait imminent. L'échec de dimanche dernier ne semble pas donc décourager le pays. Pyongyang a raté un essai de missile au lendemain d'une démonstration de force du régime avec une gigantesque parade militaire. Un événement pour célébrer le 105e anniversaire de la naissance du fondateur du régime communiste. Un revers pour la Corée du Nord au moment où les tensions sur la péninsule sont attisées par des déclarations de Pyongyang et Washington. Les États-Unis haussent le ton. Le vice-président Mike Pence a recommandé lundi à Pyongyang de ne pas éprouver la détermination de Donald Trump sur la question nucléaire. Un avertissement adressé au régime nord-coréen au cours d'une conférence de presse à Séoul après une visite très symbolique de la zone démilitarisée. Toutes les options sont d'ailleurs sur la table selon Mike Pence. Le numéro 2 du régime nord-coréen n'a pas tardé à répondre à la menace. Son pays est prêt à répondre à une guerre totale par une guerre totale. Pyongyang a considérablement accéléré ses programmes balistiques et nucléaires interdits par la communauté internationale. Il a réalisé depuis le début de 2016 2 essais nucléaires, les 4e et 5e de son histoire. Le régime communiste ne cache pas son objectif. Être en mesure d'atteindre le sol américain, car les États-Unis représenteraient une menace pour la Corée du Nord. Et la tension reste vive aussi au Venezuela, où des affrontements ont opposé hier manifestants et forces de l'ordre, bilan 1 mort et plusieurs blessés. La situation s'est enflammée ces derniers jours au Venezuela, quand la Cour suprême, réputée proche du président Nicolás Maduro, s'est brièvement arrogé les pouvoirs du Parlement. Plus de détails dans ce sujet. Un discours fédérateur devant la milice nationale vénézuélienne. Le président Nicolás Maduro a d'ailleurs convaincu toutes les composantes de l'armée. Il a obtenu son soutien inconditionnel à 2 jours d'une nouvelle grande manifestation de l'opposition. Le régime parle d'une journée de défense de l'honneur pour l'union et l'engagement révolutionnaire des forces armées. En las 99 áreas de defensa integral del país. J'ai approuvé les plans d'expansion pour le général Vladimir Padrino López. Cette année, nous aurons 500 000 miliciens et miliciennes avec tous les équipements qu'il leur faut. L'octroi des ressources est également approuvé. Le déploiement de l'armée s'inscrit dans les commémorations de l'anniversaire de la révolution de 1810. Une révolution historique car elle a mené à l'indépendance du pays. L'opposition a choisi également la même date pour appeler à une grande manifestation pour exiger des élections anticipées. Pour les opposants au régime, la manifestation de demain sera le début de la fin pour le chavisme. Ils souhaitent voir Maduro éjecté du pouvoir, unique moyen, selon eux, de sortir de la crise politique et économique. Ils ont trahi notre pays. Ils sont responsables de cette situation. Nous sommes incapables de vivre. Il n'y a pas de vie ici. On n'a pas accès aux services médicaux. On n'a même pas de quoi manger. Hier, 11 pays latino-américains ont demandé au Venezuela de garantir le droit de manifester pacifiquement. Cette vague de protestation a été déclenchée le 1er avril par la décision du tribunal suprême, réputé proche de Maduro. L'opposition crie à la tentative de coup d'État, mais le chef des armées l'accuse de s'appuyer sur des groupes d'extrême droite pour mener un programme criminel. Il inclurait des actes terroristes, des émeutes, du vandalisme et d'autres formes de violence. Et Jalal Bouzara nous a rejoint sur le plateau pour la chronique sport. Bonsoir Jalal. Bonsoir Soumia, ravi d'être avec vous dans cette tranche 19h-21h Afrique, Média TV Afrique. Alors ce soir Jalal, on va s'attarder avec vous sur plein de sujets, de l'actualité sportive de notre région et d'ailleurs. Et on commence par un retour sur cette 24e journée de la Botola Pro Maroc Télécom. On entre dans la dernière ligne droite de la Botola Pro Maroc Télécom au Maroc. Il y avait la 24e journée ce week-end avec plein d'événements, heureux pour certains, malheureux pour d'autres. Et je parle là en ce qui concerne la course au titre. Le Wydad de Casablanca qui est allé gagner à Kasbah Sedla 2-0. C'était
pas seulement la seule bonne nouvelle du week-end pour les Rouges et Blancs, puisque dans le même temps, le WAC a gagné et ses poursuivants ont soit perdu, soit fait match nul. Le poursuivant, le Raja de Casablanca, qui bien sûr s'est incliné à la surprise générale à domicile, pas devant son public parce que le match s'est joué à huis clos, 1-0 face à une équipe du bas de tableau, la formation de l'Olympique de Khribga. Et puis le troisième, le Difad El Jadida, également a fait match nul lui. Bon, résultat des courses, le Wydad a désormais 5 points d'avance sur le Raja de Casablanca. C'est important, pourquoi? Parce que d'abord on est à 6 journées de la fin, et surtout ça intervient à une semaine. Dimanche prochain, il y a le grand derby de Casablanca qui aura pour cadre le complexe Mohamed V de Casablanca entre Wydad et le Raja. Le Raja qui vit une saison assez bizarre, une saison difficile au niveau de tous les problèmes qu'a vécu le club rajaoui, tous les problèmes au niveau financier, au niveau institutionnel, mais l'équipe maintenait, avec Mohamed Fakher aux commandes, une certaine stabilité, de certaines performances sportives. Mais là, les 2 derniers matchs du Raja, c'était pas du tout ça, puisque l'équipe du Raja a disputé 2 matchs face à 2 équipes mal classées. Ils espéraient gagner 6 points. Ils étaient peut-être un peu trop concentrés sur le derby, à préparer le derby avant même de le jouer. Résultat des courses, 1 point dans ces 2 matchs, match nul à Marrakech, et puis cette défaite à domicile face à l'Olympique de Khribga. J'espère que je vous ai intéressé par cette course au titre, mais il n'y a pas que ça, parce que c'est ultra passionnant également en bas de tableau, où ils sont pas moins de 6 à 7 clubs encore concernés par la relégation, donc la descente en 2e division. J'espère que le Raja va retrouver son jeu et les autres équipes d'ailleurs pour la beauté du jeu. Alors cette beauté-là, c'est une compétition qui vit aussi au rythme des changements des entraîneurs, un véritable bal. Ouais. Le dernier à avoir perdu son poste, c'est Abdelkhaliq Ben Chikha à Tanger. Abdelkhaliq Ben Chikha à Tanger. Oui, l'entraîneur algérien de l'Ittihad de Tanger et qui a été donc limogé, soi-disant, à l'amiable par les dirigeants du club du Détroit. C'est une décision étonnante. Pourquoi elle est étonnante? Parce que l'Ittihad de Tanger était en 2e division il y a 2 ans. Il est resté plus de 8 ans en 2e division. L'Ittihad de Tanger a ramené Abdelkhaliq Ben Chikha, qui est un entraîneur, c'est un gros calibre, c'est un super entraîneur, l'un des meilleurs techniciens au Maghreb. Grâce et avec Abdelkhaliq Ben Chikha, le club a terminé tout de même, c'est étonnant, 3e du classement de la Botola Pro Maroc Télécom après 8 années en 2e division. Et là, surprise générale, le club a participé quand même pour la première fois de son histoire à une compétition africaine, la Coupe de la CAF. Et là, après l'élimination face au Horia Conakry, malgré une victoire 3-2 ce week-end à domicile, eh bien la formation, le comité directeur du club et le président Aberchan ont décidé de se séparer de Abdelkhaliq Ben Chikha. C'est une décision surprenante. En tout cas, c'est un phénomène qui se confirme, puisque l'Ittihad de Tanger, Soumia, au Maroc, en 1re division, il y a 16 clubs. Et l'Ittihad de Tanger est le 13e club. 13 clubs sur 16 ont changé d'entraîneur durant cette saison. C'est énorme, c'est énorme. Pire encore, un autre chiffre, 13 clubs qui ont changé d'entraîneur et 18 entraîneurs qui ont été limogés. C'est-à-dire, il y a certains clubs, par exemple comme le CAC de Kenitra, qui ont changé d'entraîneur à 4 reprises. 4 entraîneurs qui se sont succédés sur la direction technique, par exemple, d'un club comme le CAC de Kenitra. C'est pas du tout un signe de bonne santé, puisque quand on voit le classement, tous les clubs du bas de tableau ont changé soit 1 ou 2 fois d'entraîneur. Alors, des histoires d'entraîneurs et de changements d'entraîneurs, il n'y en a pas que chez nous, il y en a aussi chez nos voisins. En Algérie et en Tunisie aussi. Ouais, en Algérie et en Tunisie, là, on va parler de sélectionneurs, puisque en Algérie, on attend pour demain la première conférence de presse du nouveau sélectionneur d'Efenec. C'est Lucas Alcaraz. Et là aussi, c'était une surprise, une énorme surprise, parce qu'on savait que Zetchi, le nouveau président de la Fédération algérienne de football, voulait opter pour l'école espagnole.
On attendait Caparros, on attendait d'autres techniciens de renom. Finalement, la fédération algérienne a ramené un entraîneur qui venait lui-même juste de perdre son boulot. C'était l'entraîneur de Grenade, une équipe du bas tableau. Puis Casper Jacques, l'entraîneur, et je sais qu'il reste une petite minute à passer ensemble. Casper Jacques, qui est le sélectionneur de la Tunisie. Il a été viré, lui, juste après la défaite face au Maroc en match amical, mais il a un contrat jusqu'en 2018 et il veut rester. Maintenant, pour le pousser à la sortie, les dirigeants tunisiens ont décidé de lui faire passer une visite médicale pour le vieux monsieur, pour lui dire qu'il est inapte et ils ne veulent pas payer ce qu'il lui reste à Un petit mot, Jalal, sur la Ligue des Champions en Europe, parce que ce serait dommage de ne pas en parler, sur l'identité qui sera connue ce soir des premiers qualifiés pour les demi-finales. Et puis parle-nous de demain, le tout brièvement. Voilà, rapidement, je vais vous parler de ce qui se passe en ce moment même, d'ailleurs, avec l'équipe du Real Madrid, toujours 0-0 face au Bayern de Munich, et puis l'Atlético Madrid qui est en train de gagner à Leicester. Et puis, que je suis là, je vais parler aussi du club et le rendez-vous de ce soir. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir à 22h Je vais regarder le club. Bravo. Alors, on a du lourd ce soir avec comme invité Moussa Ndao, Reda Allali et Walid Regreki. Merci beaucoup, Jalal, et à la semaine prochaine. Inch'Allah. Restez avec nous, je vous retrouve pour la suite d'Afrique Soir et l'invité du 2021. À tout de suite.